Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 276e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage et dans le ring cette semaine pour vous présenter la soirée de fous furieux ce samedi soir à Las Vegas et sur RMC Sport UFC 306 à la Sphère. Canelo, la superstar mexicaine de la boxe qui sera de l'autre côté de la ville à la T-Mobile Arena contre Edgar Berlanga. On va vous parler des dessous de cette guéguerre entre les deux sports dans la même ville le même soir et puis de ces deux main events très attendus. Avec moi cette semaine pour en parler mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus sur YouTube et bien sûr commentateur du One Friday Fights et même des One Pay-Per-View dans la nuit, on l'a vu ces derniers jours. Monsieur Baba, comment ça va? Salut Alex, salut tout le monde, ça va super, je te remercie. Ouais, t'as bien bossé vendredi quand même, il y avait du One en pagaille, après-midi, soir. Ouais, c'était bien, mais on a eu vraiment des beaux combats, du beau spectacle. D'ailleurs, il faut le rattraper sur YouTube, hein, Ouais. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a eu de très très beaux KO. N'hésitez pas, c'est disponible sur les plateformes RMC Sport bien sûr. L'écran ultra moderne de la Sphère pour une belle note chez UFC face à la superstar de la boxe mexicaine qui reprend son habitude de boxer pour le Mexican Independence Day. Las Vegas accueille ce week-end une guerre des étoiles des sports de combat. Au programme, un UFC 306 très attendu pour sa carte avec O'Malley, Merab Dvalishvili en main event, mais aussi et surtout pour l'endroit où il se tient. Et le retour dans le ring du roi des super moyens Saul, Canelo Alvarez face à l'ancien roi du chaos au premier round, Edgar Berlanga. Deux événements incontournables dans la même ville à moins de 4 km d'écart, le même soir, le tout sous l'ombre d'une application tout sauf anodine de l'Arabie Saoudite. Le RMC Fighter Club vous plonge dans les dessous d'une soirée pas comme les autres, même pour Las Vegas, et dans tout ce qu'on attend de ces deux combats principaux. On September 14th, at Sphere, we will put on the greatest live sporting event of all time. And as we start to get closer, the people who are involved in this card are going to start to feel how special this experience is going to be. This man is not just a global superstar, he is a sniper. But Merab Dvalishvili is as elite as they come. 10 consecutive wins. There's bad blood attached to this fight. Let's go, baby! Et merci à Max Abolin, ce petit extrait de la bande-annonce américaine de l'UFC 306, ce sera ce week-end à la Sphère. Pour ceux qui ne connaissent pas la Sphère, allez taper dans Google Sphère Las Vegas, vous allez juste halluciner. C'est quelque chose, hein. C'est l'étoile de la mort en fait, pour ceux qui connaissent Star Wars. Ah ouais. Ils ont foutu l'étoile de la mort dans la ville et ils ont mis un écran LED géant dessus. Donc c'est assez impressionnant comme ça et je pense que visuellement ça va donner quand même quelque chose d'unique en son genre, cette soirée UFC. Et en face donc à la T-Mobile Arena qui est d'habitude on va dire le cœur, le réacteur de l'UFC, c'est là où ils font tous leurs gros événements à Las Vegas. Cette fois ce sera Canelo Alvarez, Saul Canelo Alvarez. Et juste pour commencer, on vous invite parce que samedi il n'y a pas que ces deux événements, c'est un énorme week-end de sport de combat sur RMC Sport. Samedi à partir de 18h sur Twitch, notre plateforme YouTube et les différentes chaînes de RMC Sport, vous retrouverez le KOF, Hexagon MMA, le KSW et donc derrière UFC 306 et Canelo Berlanga. Petite cerise sur le gâteau mon baba, on aura Christian Mbili, on l'a ramené depuis le Canada, on l'a ramené à Paris et il nous commentera le combat de Canelo, donc dans sa catégorie et le combat qui vise, ce sera lui qui sera au commentaire avec John Devy et Thomas Desson, donc je vous invite à voir ça parce que c'est quand même rare d'avoir un challenger possible qui commente son champion. Ouais, clairement, ouais. Donc Christian Mbili au commentaire, ce sera ce week-end, gros week-end baba. Il y a un One vendredi, je sais même pas. Il y a un One Friday Fight aussi voilà. vendredi, donc on sera sur un gros week-end très On clairement. entamera ça avec Baba et le One Friday Fights. Donc vous voyez, il y aura à boire et à manger pour les amoureux de sport de combat. On va commencer par les dessous de cette guerre des étoiles, Baba, parce que c'est ça qui est intéressant quand même. Pourquoi? Et on se trouve avec deux gros événements comme ça, je le disais, moins de 4 km d'écart entre la Sphère et la T-Mobile Arena. Il y en a pour tous les goûts. C'est le week-end, je le disais dans l'intro, le Mexican Independence Day. Donc c'est le 16 septembre, le jour de l'indépendance mexicaine. Oui. Mais le week-end qui entoure cette date est toujours un grand week-end de sport de combat pour les Mexicains, notamment pour Canelo. C'est la 8e fois qu'il boxe pour le Mexican Independence Day à Las Vegas depuis 2012. Donc ça fait 8 fois en 12 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Je finis juste le contexte rapidement et je te donne la parole, Baba. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans le face-à-face? Parce que c'était pas une habitude de l'UFC de se mettre face à Canelo le même week-end en tout cas. Ouais. Et puis l'an dernier, Canelo, il n'a pas pu boxer ce week-end-là. Souviens-toi, il a boxé Jermell Charlo au mois de septembre. Et les négociations ont été très longues avec Jermell Charlo qui était
champion unique incontesté de 2 catégories en dessous. Ils ont mis un peu longtemps à négocier. Résultat, le combat s'est fait le 30 septembre et non dans le week-end de l'indépendance mexicaine. Donc l'UFC a sauté sur l'occasion et avait pris la date pour sa première Noche UFC, qui était une Fight Night où on avait Grasso Shevchenko 2. Donc on va voir la trilogie aussi à l'occasion de cette Noche UFC. Ils ont saisi la date. Ça a été une réussite commerciale cette première Noche UFC. Donc ils se sont dit on recommence. Sauf que cette fois, Canelo est de retour. Bien sûr. Déjà, même pour Las Vegas, en fait, c'est rare d'avoir 2 si gros événements face à face le même soir. Ça peut arriver, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé. On dit c'est pas unique en son genre. Ouais, mais c'est clair que si on regarde dans l'histoire, ça n'a pas dû arriver de nombreuses fois. C'est assez rare. En règle générale, il y a un espèce de gentleman agreement où on essaye de pas se mettre face à face. Chacun fait son business et on laisse de la place à tout le monde pour attirer le maximum de téléspectateurs. C'est arrivé, moi j'ai l'image en tête, et on l'a beaucoup tous le soir où Canelo boxe Kovalev. Exactement, on les voit, en novembre 2019. On les voit tous les deux attendre que la fin du main event de l'UFC pour pouvoir commencer à combattre. C'était Diaz Masvidal, UFC 244. C'était à New York pour le coup, c'était pas à Las Vegas, mais ouais, cette image incroyable de Canelo sur son canapé qui attend la fin du main event de l'UFC. Ça arrivera pas là cette fois, ils seront quasi direct en concurrence. Ils seront face à face, mais la combinaison de cet événement-là, plus l'année dernière, le fait que l'UFC se soit retrouvé face à personne à cette fameuse date légendaire et qu'ils aient pu faire du bon business aussi. Je pense que ça leur a donné confiance, probablement, de se dire on retourne sur cette date-là et on va se mettre en face, on n'aura pas peur. Maintenant, je pense que ça va être très différent cette année et un combat de Canelo à Vegas, je pense qu'ils vont se rendre compte que ça va pas être facile de rivaliser. Je te mets sur le grill direct. Si t'es mexicain, Baba, et que t'es à Las Vegas ce week-end, tu vas où ? Je vais évidemment voir Canelo Berlanga. Ouais, je pense aussi. Sans aucun. C'est la boxe. Ouais. Et pour les Mexicains. Voilà. Très important. On est fan de MMA, bien entendu. Mais la boxe, et pour ce que ça représente la boxe pour le Mexique, vraiment, en termes de sport, c'est dans les plus hauts. Si tu vas là-bas, tu te rends compte qu'il y a football, ça doit quand même être rapidement en dessous. Et il y a Pérez en F1 qui génère quelque chose d'assez incroyable quand même quand il y a la course chez eux. Mais voilà, quand c'est Canelo, le pays s'arrête quasiment, tout le monde regarde et ça a été comme ça pour toutes les grandes stars mexicaines de la boxe. Donc vraiment, il faut comprendre que la plupart des Mexicains seront sur la boxe et pas sur l'UFC. Ouais, et puis même si l'UFC c'est la Noche UFC, donc c'est aussi sur le système mexicain. D'ailleurs, il y aura des hommages aux plus grands combattants mexicains et latinos, je crois, pendant l'événement sur les écrans de la Sphère. Ça reste. Le main event, c'est O'Malley-Dvalishvili. Oui. Il n'y a pas de Mexicain. Alors oui, il y a Alexa Grasso qui défend sa ceinture dans le co-main event contre Valentina Shevchenko. Mais clairement, tu es fan de sport de combat mexicain. Le main event que tu veux voir, c'est Canelo, pour le coup. Bah, bien sûr, surtout que tu fais un event que tu appelles UFC Noche, que tu labellises en tant que fête mexicaine pour célébrer justement cette date mexicaine. Mais tu n'as pas suffisamment confiance en ta championne pour la mettre main event. Ce que je peux comprendre d'un point de vue business. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils auraient dû le faire. Simplement, il n'y a pas la star mexicaine à mettre en face d'un événement comme ça à l'UFC en tout cas. S'il y avait eu Ken Velasquez à l'époque, oui, on aurait pu discuter. On y avait droit. À mon avis, on y avait droit. Dire même un Moreno encore champion, quelque chose comme ça, ça aurait pu faire sens en effet de faire ça. Mais c'est plus le nom, la Noche en fait. Ça représente plus ça. C'est une grande fête autour de ça, mais l'événement mexicain, c'est vraiment Canelo pour le coup. Elle s'appelle pas que Noche UFC officiellement cette soirée, Baba. Et là, on va rentrer dans l'intéressant. Elle s'appelle Riyadh Season Noche UFC. Officiellement, c'est le titre d'ailleurs, c'est même pas UFC 306. Ouais, c'est ça. C'est l'officiel titre. Pourquoi Riyadh Season ? Si vous nous connaissez, vous savez, on vous renvoie à un épisode qu'on a fait il y a quelques mois sur l'Arabie Saoudite, l'implication en boxe, qu'on avait fait avec Jean-Baptiste Guégan notamment, à qui on passe le bonjour. Ouais, grand bonjour. Et il y avait donc cette idée Riyadh Season, c'est on va dire la marque sous laquelle l'Arabie Saoudite a relancé la boxe, enfin relancé les gros combats de boxe là dernièrement avec Turki Al-Sheikh, le responsable de l'entertainment là-bas. Et donc ils ont voulu sponsoriser cette carte Noche UFC. Et pourquoi ont-ils voulu sponsoriser cette carte Noche UFC, mon Baba ? Tout simplement parce que Canelo a dit non à Turki Al-Sheikh. C'est un des 3 personnages de la boxe, avec Tank Davis et Naoya Inoue, qui ont dit non, ton argent, ça nous intéresse pas plus que ça. Nous, on a notre propre économie, on peut faire nos combats de notre côté. Et tes millions en pagaille, c'est pas très grave. On n'a pas envie d'aller combattre dans une salle un peu vide et sans ambiance à Riyad. Sauf que ça n'a pas plu à Turquie que Canelo dise non à l'Arabie Saoudite. C'est quand même sans doute la plus grande star aujourd'hui de la boxe, quand même, Canelo. C'est le visage le plus reconnu, même si on a déjà dit ici. Il y a plusieurs visages de la boxe. Il y en a plusieurs, mais je pense qu'il trône au-dessus. Donc, quand tu prends tout, Turquie est venue sponsoriser en partie. On le comprend. Et d'ailleurs, Canelo a dit 2 points. J'ai entendu dire
j'ai entendu quelqu'un dire qu'ils allaient me manger. Et ce quelqu'un, c'était Turquie Al Sheikh. Donc clairement, il est venu sponsoriser ça. Il a payé tous les coûts de production de la sphère, les 20 millions de dollars de coûts de production. C'est l'Arabie Saoudite qui les prend en jeu. On est sur une guéguerre là, Baba ? Clairement. Il y a un enfant frustré qui n'a pas eu son cadeau de Noël et qui vient embêter l'enfant qui lui a eu son cadeau. Bah, tu vois, et en plus, de base, tu essayes de rester le plus, le plus neutre possible dans des choses comme ça, hein, clairement, parce que nous, de toute façon, on est fans des deux sports et à la fin, on va gagner. Parce qu'on aura le droit à deux beaux events, a priori. Et jusqu'ici, Turki Al Sheikh, il avait adopté un comportement où vraiment il arrivait en grand argentier de la boxe. Il parlait un petit peu de transformation de certaines choses, mais principalement grand argentier. Moi, je viens, j'ai de l'argent et je veux faire les meilleurs combats. Donc forcément, nous, on l'accueille à bras ouverts. Hein. C'est génial, vas-y, hein, tu vas nous faire. Même si, et je leur dirai à chaque fois qu'on parlera de l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de zones très très noires, très très sombres. Attention, merci pour Furizik et Beter Bialvivol, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie le reste. Voilà, exactement. Mais maintenant, quand d'un point de vue sportif et d'un point de vue de fan, on est très, très content de ça. Et là, pour moi, c'est sa première grosse erreur, sa première grosse bêtise. C'est la première fois où il laisse justement échapper quelque chose qui va nous faire dire ah bah finalement, ouais, quand t'as beaucoup d'argent, t'as aussi un comportement de pourri gâté. Parce que t'as pas réussi à avoir la star de la boxe. T'as préféré vraiment adopter un comportement de parce que tu veux pas être avec moi, ben on va être face à face et tu vas être contre moi en fait. Et je vais devenir ton ennemi et du coup je vais venir un petit peu te chier dans les bottes. Et c'est très dommage. C'est très dommage d'avoir ce comportement-là parce qu'il va perdre des fans. Parce qu'il a des fans maintenant, Turki Al Sheikh. Il va perdre des fans. Il va y avoir beaucoup de gens et beaucoup de spécialistes qui vont pas être d'accord avec ce type de comportement. Et puis ça montre aussi une certaine incompréhension de comment fonctionne la boxe et comment fonctionnent certaines personnes avec un background assez particulier. Et ça, en fait, ça, même à long terme, c'est peut-être flippant ça, parce que tu vois, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. C'est la première, mais il va y en avoir d'autres. Bien sûr. Bien sûr, et c'est intéressant de constater, c'est bien que tu parles des 3 personnes qui ont refusé, parce que on peut parler des personnes en elles-mêmes. On en a eu à Inoue qui est évidemment une star dans son pays, et qui a une économie de la boxe qui fait que lui, il peut faire venir n'importe qui, ça fera toujours du très bon business, et il remplit des salles que personne d'autre ne remplit dans le monde actuellement. Exactement. Personne, ça c'est clair et net. Et puis on a 2 combattants, que ce soit Canelo ou Gervonta Davis, qui viennent d'un milieu ultra populaire, qui viennent de tout en bas, qui ont vraiment trimé, mais comme des chiens, pour arriver là où ils en sont. Et clairement, ils vont pas laisser quelqu'un leur marcher dessus, leur dicter leur conduite. Et j'ai envie de dire, pour que ce soit très visuel, marcher devant les caméras, les mains dans la main, juste pour faire briller une personne qui lui a beaucoup d'argent. C'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Non. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on sait que l'Arabie Saoudite s'était déjà impliquée avec l'UFC. Ils ont fait venir l'UFC en Arabie Saoudite. Enfin, il y avait des liens déjà qui étaient créés depuis quelques mois. Là, c'est la première fois qu'ils sponsorisent un Riyadh Season qui n'est pas chez eux. En plus, sur le thème du Mexique, ça n'a rien à voir pour le coup avec l'Arabie Saoudite. Comme ils ont commencé à faire en boxe avec une carte avec Madrimov et Crawford aux États-Unis, le Joshua Dubois qui arrive le 21 septembre à Londres. Donc, ils commencent à faire ça aussi dans le MMA. On a vu Dana White, le patron de l'UFC aussi, dire récemment, je trouvais ça intéressant, on lui a demandé, tu sais, l'Arabie Saoudite veut monter sa propre ligue de boxe un peu fermée avec les 15 meilleurs de chaque KT pour 2025-2026. On lui a dit est-ce que l'UFC pourrait être impliqué. Il a dit tout est possible. On sait ce que ça veut dire, ce genre de phrase dans le business, sport de combat. Ça veut dire oui. Ça veut dire en gros, si ça fait sens au niveau business, je peux être impliqué. S'il y a moyen, je veux. Est-ce qu'on n'est pas au début d'autre chose en fait ? Est-ce qu'on n'est pas au début d'un truc qui peut aller plus loin et avec une implication beaucoup plus forte de l'Arabie Saoudite avec l'UFC en fait, tu vois ? Et d'un peu de ce que nous parlait, tu vas voir où je vais en venir, de ce que nous parlait Jean-Baptiste Guégan à l'époque où on avait fait le truc. Et qu'est-ce qu'à long terme, l'Arabie Saoudite pourrait pas devenir ce méga hub des sports de combat où en fait l'UFC serait aussi un peu impliqué dedans, tu vois, même s'il faut mettre beaucoup d'argent. On sait que l'UFC c'est une machine qui a énormément d'argent derrière elle. Mais vu l'argent qu'a l'Arabie Saoudite, ça paraît pas dingue en fait de se dire qu'on est peut-être au début d'un truc énorme pour les sports de combat en termes de restructuration un peu de comment ça se fait. Ouais, on est en train il y a l'économie des sports de combat qui change totalement, mais Alex, j'ai envie de te dire, c'est l'économie du sport qui change. Ils sont en train de changer l'économie du sport. On voit ce qui se passe avec le football. Ça a fini d'agacer beaucoup de gens. Ils l'ont fait en golf. Exactement. Et pour faire un tout petit aparté et prendre l'exemple du foot, on a des joueurs de plus en plus jeunes qui choisissent d'aller jouer en Arabie Saoudite, qui du coup se retrouvent un petit peu interdits de jouer en sélection nationale parce qu'ils vont jouer dans un pays un petit peu exotique comme on les qualifie dans ce sport-là. Et donc ça fait qu'on va peut-être moins avoir les meilleurs joueurs dans les sélections nationales, puisqu'il y a beaucoup de joueurs de talent qui ont préféré maintenant faire ce choix-là
en tout cas économiquement, et ça se comprend tout à fait, je le dirai toujours, pour leur carrière. Et donc, quand Et on Max, prend les sports de combat... je te coupe rapidement, Max me précise qu'en golf, il y en a plein qui au début disaient non C'est ce et que qui j'entends tout de aussi, suite voilà. ont basculé de l'autre côté. C'est ce que j'entends aussi en golf. Hommage à Max qui Ouais. s'occupe du podcast Yes. golf également chez nous, donc il connaît bien ce sport-là. Voilà. Et ouais, en fait, rapidement, tu bascules. Hein. Et c'est des sports où il y avait déjà de l'argent. Tu parles du foot, c'est l'argent dans le foot, c'est même pas la peine d'en parler. Le golf, c'est la même chose. Et là, on arrive à la boxe, où il y a énormément d'argent, évidemment, mais ces mecs-là, ils arrivent et ils sont en train d'essayer de tendre donc, vers cette ligue fermée, où on récupère tous les talents, et la boxe, c'est chez nous, c'est pas ailleurs. Et moi, j'entends beaucoup, l'UFC, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a tellement avec WME et IMG derrière, cette grande machine, maintenant, ils sont avec Ouais. la WWE dans le TKO, c'est trop d'argent. Moi, franchement, je pense que vous êtes trop visionnaire pour moi là. L'Arabie Saoudite, s'ils veulent vraiment s'impliquer et mettre des moyens Oui. pour commencer à s'impliquer vraiment dans l'UFC, les Américains, c'est des businessmen. C'est Si du les business. autres arrivent avec un Ouais. chèque qui est irrefusable, c'est pas impossible qu'ils disent oui en fait. Tout peut se passer, c'est du business où ils peuvent entrer dans le capital, c'est du business où ils peuvent prendre une majorité du capital. Ça reste un business, ils ont capitalisé de façon exceptionnelle quand il y a eu la vente, l'UFC. Mais tout a une fin en termes de gestion et tout ce qui va avec. Dana White, il n'est pas éternel. Les gens qui sont à la tête de l'UFC ne sont pas éternels. Et à un moment, il y aura une offre, comme tu le dis, où ça réfléchira. Ils se diront, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on vend pas ? Aujourd'hui, ça parle beaucoup aussi même. C'est parce que tout est impliqué. Je trouve c'est très intéressant ce sujet-là, même en Ouais. droit télé. Le contrat avec ESPN de l'UFC aux États-Unis va se finir. On parle beaucoup de possibles. La WWE, elle part chez Netflix. On Exactement. parle beaucoup de possibilités que l'UFC finisse sur un grand streamer à la Voilà. Netflix, Sur Amazon. Prime Video, etc. Ce qui peut changer la donne mondialement, en fait, parce que là, on peut avoir accès à ton contenu mondialement. Ouais. Et en fait, ils ont prouvé depuis quelques années avec l'Apex que leur business model pouvait tourner comme ça, dans des salles peu remplies, mais avec un streaming mondial où tout le monde peut voir leurs événements, puisque C'est ça. l'UFC étant devenu une marque mondiale. Tu vois, ça change la façon dont Bien on sûr. peut faire le business aussi. On peut se dire à terme, et si on foutait un Apex en Arabie Saoudite, que la plupart des combats se déroulent là-bas, toutes les Fight Nights qu'on fait qui se déroulent à Vegas, maintenant elles sont là-bas. Ouais. Et puis quelques grands événements dans l'année, on sort, on va au Madison Square Garden, on va à Abu Dhabi, on va à tel endroit, tu vois, parce qu'on sait qu'on Des showcases. on générera beaucoup d'argent. Mhm. C'est pas si injouable en fait, c'est pas si impensable, Baba. C'est pas inenvisageable en tout cas. Le fait de dire qu'on veut que viser des events où on sait qu'on fera des grosses gates, on fera beaucoup de billetterie, et sinon on le fait pas et on laisse des events beaucoup avec une qualité de production, on va pas trop se prendre la tête entre guillemets et vendre un produit qui se vendra de toute façon. C'est pas inenvisageable. Évidemment personne ne souhaite ça en tant que vrai fan de ces sports-là. Mais c'est la direction que prend un peu tout le reste. Donc le sport va pas être spécialement épargné. Je refais le parallèle avec le foot, mais les droits télé, tout l'été avec le foot, ça a été le sujet, c'est encore le sujet. Et on a vu ce que ça a donné à la fin, tu vois. À la fin, c'est pas les fans qui ont gagné. Non, exactement. Oui, c'est encore le sujet parce qu'on enregistre la veille, je crois, de l'élection du président de la Exactement. Ligue. Donc on est encore en Ouais. plein cœur du bousin. Quelques petits pour finir sur ce thème-là, mais qui sont intéressants, les petits détails sur comment ça s'est passé. Parce que Dana White, il a été très en colère sur les gens de MGM. MGM, c'est la société qui Oui. détient la T-Mobile Arena. En gros, il était énervé dans l'idée, mais pourquoi vous m'avez pas prévenu qu'il y avait Canelo face Oui. à nous et face à la sphère. Boxing Scene, qui a fait un énorme papier sur du journaliste Lance Pugmire, journaliste américain. Oui. Long papier explicatif de tout ça. Il explique bien, Canelo réserve plusieurs semaines, voire mois avant l'UFC. Donc s'ils sont pas bêtes et ils ont des bonnes relations avec la commission du Nevada, il n'y a Oui. pas de raison, ils auraient pu savoir assez rapidement que Canelo avait réservé déjà la T-Mobile et qui voilà, ce serait face à eux. Pareil, c'est l'enfant gâté, Dana, là, sur le coup. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais dans le Fighter Club, Alex, mais je vais te répondre avec une question. Vas-y. Est-ce que tu crois sincèrement que Dana White n'était pas au courant ? Non, il Ah, n'y a ok. pas un monde où il était pas au courant. Ça veut- Je pense que là, il essaye de sauver la face un peu publiquement. En disant, voilà, tu connais Dana, je crée un bif à côté pour éviter de répondre aux autres questions. C'est exactement ce que j'allais dire, Alex. C'est le champion du monde de brûler un pont pour en construire un autre. Il a fait ça toute sa carrière. Et donc, il a décidé qu'il était temps de s'embrouiller avec les gens de la MGM. Ouais, exactement. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois. hein. Et c'est un peu dommage. Et on verra. Après, Dana White, il est aussi capable d'avoir une embrouille qui dure une semaine. Et derrière, que dire que les gens d'MGM, ce sont les meilleurs gens du monde, que le business est parfait avec eux, etc. Ouais, alors qu'il les a insultés, là, publiquement. Voilà. Mais- Sauf qu'on peut aussi se demander si c'est pas le début, justement, de la fin. Et on revient aux propos que tu avais juste tout à l'heure, en disant est-ce qu'ils sont pas en train de changer leur modèle, encore une fois, et aller de plus en plus vers des événements où ils feront des salles ailleurs.
Et la plupart du temps, ils vont continuer avec leur Apex, ils vont continuer avec leurs événements, avec leurs Fight Night, qu'ils peuvent vendre n'importe où, sur n'importe quelle plateforme de streaming. On est qu'au début de ça en fait, parce que les modèles de consommation ils changent beaucoup en fait. Donc on peut avoir des évolutions auxquelles on s'attendait pas du tout il y a quelques années pour le coup. C'est hyper intéressant. Dans le détail de cette embrouille avec le MGM, c'était marrant parce que Dana White publiquement a dit aussi, ce qui l'énervait aussi, c'est que MGM, selon lui, garantissait en fait une gate à Canelo, à PBC d'ailleurs, puisque c'est PBC, qui organise derrière, le promoteur, et leur garantissait une gate, tu vois, ce qui avait permis de venir, parce que sinon, en gros, son sous-entendu, c'était ils vont pas vendre de tickets, donc ils leur ont garanti la gate. Totalement faux, selon l'article de Boxing Scene. En fait, il se base sur ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire que le MGM achète des tickets pour ses plus gros clients de casino, tous les événements. Et ça se passe pour l'UFC également, et donc offre des tickets pour les grandes soirées de combat à ces grands, à ceux qui sont les high rollers, ce qu'on appelle ceux qui jouent sur les tables à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars dans leur casino. Mais ils le font pour l'UFC aussi. Là où il est énervé, ce que j'ai appris, c'est que je ne savais pas, c'est que la Sphère, c'est détenu par le groupe Madison Square Garden, le groupe de la grande salle new-yorkaise, et eux, ils offrent rien à des clients. Donc il faut faire toute la gate soi-même. Donc en fait, c'est plus pour ça qu'il est énervé. C'est que là, je dois faire la gate tout seul. Il doit faire la gate tout seul. Il a face à lui un événement et il décide. De toute façon, c'est toujours comme ça. Tu contrôles l'information et tu décides de lâcher l'information entre guillemets quand ça va pas dans ton sens. C'est une information qu'on a depuis longtemps, en tout cas pour les suiveurs de l'UFC. Et là, il décide de lâcher cette information comme quoi MGM va acheter des places pour Canelo parce que ça va servir son intérêt, alors qu'en fin de compte... Et en plus, sans le dire comme ça, en disant ils garantissent la gate. C'est ça, pour tu laisses le sauver. Maintenant, ceux qui suivent les sports de combat d'assez près, comme ceux qui suivent de pas aussi près que nous, je suis persuadé que tout le monde a bien compris que Canelo n'a pas besoin d'aide pour vendre. Non. Et il est en train de le prouver, puisque au moment où on parle, et ce sera le dernier thème là-dessus avant de rentrer dans les deux main events, la vente des billets. C'était intéressant aussi, parce que les deux, en fait, ont... overprice, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire que les deux se sont vus trop beaux pour le coup. Et les deux événements ont baissé le prix de leur ticket de 30% là, ces derniers jours. De 30%, la Sphère le plus petit, c'était $1 250 pour être tout en haut de la Sphère. Ils l'ont baissé à 850 là. Idem chez Canelo d'ailleurs. Canelo, pour l'instant, avait vendu, au moment où on enregistre, a un peu plus vendu qu'en pourcentage de la salle. Il se rapproche plus du sold out que l'UFC pour l'instant. Les deux pourraient finir sold out. Par contre, je pense que la Sphère va faire plus de gate, va plus rapporter. Oui, bien sûr, parce que les prix sont plus hauts, tout simplement, même s'il y a, elle a un tout petit peu moins de... Et regardez bien, Dana joué sur le montant de la gate. Regardez bien. Ah, mais j'allais finir là-dessus. Le grand vainqueur du week-end, on est d'accord, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les sports de combat. Et on essaye un peu de l'expliquer aussi à nos auditeurs moins au fait. Celui qui fera le plus d'argent à la gate, c'est celui qui va flamber, on est d'accord. C'est celui qui fera le tweet. Bah, bien sûr. Nous, on a rapporté ça, sous-entendu, les autres n'ont pas rapporté ça. Et ce sera la conférence de presse post-event la plus rapide de l'histoire. Il va pas perdre une minute. Dana White est arrivé en conférence, il va tout de suite annoncer la gate en disant nous, on a vendu ça. Et c'est impossible que personne n'ait vendu plus que nous. Mais si je te vends un paquet de gâteaux 18 € et que toi tu le vends 12 €, Alex, bah oui, je vais gagner un peu plus d'argent que toi. Et tous les deux feront sold out. Moi je pense que tous les deux feront sold out parce que ça reste un gros event de l'UFC. C'est une première. Pour les premières, tout le monde veut en être. C'est comme ça. Il y a des gros stars du MMA parmi les célébrités maintenant. Et tout comme il y a des gros stars de la boxe anglaise. Et c'est un peu aussi ça. C'est un peu aussi un choc des générations. On va avoir la vieille garde des Jack Nicholson et compagnie que tu retrouves à tous les gros combats de boxe anglaise versus la nouvelle garde qui eux vont aller voir le combat de l'UFC, se montrer là-bas parce qu'ils n'auront pas envie d'être vus avec les gros stars anciens. Donc il y a plein de choses qui se jouent en coulisses. Ils préfèrent être vus avec Donald Trump. Exactement, j'allais même pas rentrer dans le volet politique, mais il y a ça aussi. Mais ce qui fait que je pense que les deux events seront sold out sans aucun problème, sauf qu'à la fin, on saura que il y aura beaucoup plus de gens qui vont s'intéresser au combat de Canelo qu'au main event de l'UFC. PS, si Turquie et l'Arabie Saoudite ils arrivent à nous faire un jour un événement où Dana White travaille avec Oscar de la Hoya, moi là j'arrête. Je sais que Money Talks, mais vu ce qu'ils se sont envoyés dans la tête depuis 20 ans. Je t'aurais dit non, mais Eddie Hearn et Frank Warren ont pris un avion juste pour se serrer la main devant tout le monde. Et littéralement, ils ont fait un aller-retour pour se serrer la main et faire des photos. Donc à partir de là, tout peut arriver. D'ailleurs, c'est marrant, mais je sais pas si tu l'as vu passer une vidéo de La Hoya ces derniers jours, qui, comme il est maintenant aussi en bif depuis quelques années avec Canelo, soutenait l'événement UFC à la Sphère en disant ce soir-là, c'est ce qu'il faudra aller voir. Alors que Dana White est son ennemi absolu depuis 20 ans, c'est génial. L'ennemi de ton ennemi. Ah, ça fait
Quand on sort le chéquier, quand même, Ah, c'est plus facile de réunir les inimitiés. Bon, clair. Baba, on va passer à l'UFC 306, à son main event qui nous intéresse aussi. Le côté extravaganza d'abord de cet UFC 306 avec la sphère aussi. Je voulais savoir ce que tu en penses. Toi, c'est quelque chose qui te donne envie de voir cet événement parce que visuellement, il va être à part. Vraiment, je vous invite à aller taper si vous n'avez jamais vu dans Google des images de la sphère à l'intérieur. Il y a eu des concerts de U2 et d'autres groupes. C'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire visuellement avec ce grand écran qui en fait vous prend toute la salle. Le chiffre il est ouf, Baba. L'écran géant de la sphère, il fait 160 000 square feet. Ouais, c'est fou. Donc j'ai pas recalculé en mètres carrés. Ouais. Tu sais combien ça fait un IMAX, tu sais les grands écrans de cinéma là qu'on voit. Et pourtant c'est très grand, mais je sais pas. Mais 4000 ouais, voilà. square feet. Et Là, pourtant c'est j'ai vu en plus. Hein. Là c'est 160 000. Ouais, ça doit être super impressionnant. Ce qu'ils arrivent visuellement à faire là-dedans, c'est incroyable. D'ailleurs, ils ont prévu une rétrospective des 30 ans de l'UFC. Ils ont prévu, je pense qu'on va s'en prendre plein les yeux. Oui, C'est quelque chose qui te donne envie, toi. C'est un truc qu'on n'a jamais vu, tu vois. Donc, ouais, moi clairement, ça me donne envie. Je pense qu'il faut pas minimiser le fait que pour le MMA, en tout cas, on est sur un event historique. Quelque chose qui va ajouter de la hype et qui va ajouter quelque chose de très moderne à ce sport, à l'UFC. Et je pense qu'il faut en être. C'est pour ça que la carte me déçoit un peu. Par rapport à l'événement que c'est censé être, tu vois. J'aurais aimé aussi que ce soit au niveau sportif que ça suive et qu'on ait quelque chose limite qu'on aurait dû peut-être mieux calculer pour arriver à l'UFC 300 par exemple, mais bon c'est pas très grave en soi, mais non, moi je l'attends, c'est une des rares fois où je vais veiller parce que j'ai envie de voir ce que ça donne en live, j'ai envie de voir et de le vivre avec les autres fans, de comprendre, et je pense qu'on va en prendre plein la vue, clairement. Mais je pense que c'était un truc de timing parce que je sais que j'avais lu que la sphère ils n'étaient pas dispo tout de suite parce qu'ils ont mis plusieurs semaines à faire des tests la nuit pour tester en configuration combat et tout. C'était difficile de tomber. Donc, par rapport aux 300 en termes de timing, parce que sinon, franchement, t'es l'UFC, bien sûr. Si c'était possible, le 300 à la sphère. Je pense qu'on serait tombé dessus, C'était fabuleux. Et Max m'a fait le calcul en régie, ça fait 14 864 mètres carrés. L'écran géant. C'est même une avec le dinguerie. chiffre, merci Max, mais même avec le nombre, je sais même pas, j'arrive même pas à m'imaginer ce que ça donne, quoi. Et l'autre petite bonbon pour les gens dans la salle, ils ont les sièges, tu sais, que tu as dans des cinémas, comme même il y a les grands cinémas d'action qui bougent quand il y a quelque chose qui se passe sur l'écran. Et ils ont réussi, après plusieurs semaines de tests, il y aura un mec qui s'occupera de ça en live, en fait, qui te connectera au cou mis dans la cage. Wow. C'est-à-dire que ton siège va bouger quand un mec va se prendre un knockdown ou quelque chose comme ça. Ouais, ça va être bizarre, ça, par contre. Mais bon, c'est une expérience en soi. Ouais, c'est une expérience. On va voir les retours. C'est une autre chose que j'attends, moi. C'est les retours aussi des gens qui seront là-bas. Je pense qu'on aura beaucoup de retours des gens qui sont sur place. Et on a un envoyé spécial sur place, donc il sans doute nous interrogera quelques personnes, voir ce que ça a donné. En tout cas, j'espère que s'ils ont poussé cette expérience jusqu'au bout, j'espère que tu ressentiras pas quelque chose au moment où il y aura un coup bas, quand même. Parce que j'espère qu'ils ont limité la chose. C'est clair. Voilà, donc c'est un événement extraordinaire en termes visuels et en termes de tout ce qui sera possible de voir. Et vraiment, on a hâte clairement de voir ça. La carte en elle-même, on a parlé la semaine dernière de Grasso chez Shevchenko 3. Un petit big up, vous pouvez toujours retrouver l'épisode en ligne à Manon Fiorot, qui sera la remplaçante pour ce combat-là officiel. Elle sera à Vegas, elle fera la pesée et elle était avec nous la semaine dernière pour nous en parler. N'hésitez pas à aller l'écouter si vous n'avez pas entendu ça. Il y a le Brian Ortega contre Diego Lopez dont toi tu nous as parlé dans tes bonbons de la fin d'année, donc c'est un super combat en co-main event à attendre, et le co-main event au Maled Valishvili. La carte décevante globalement avant de rentrer dans le main event dans le Maled Merab. Enfin, je sais pas si en fait, on a entendu dans l'intro, Dana il dit le plus grand événement sportif de l'histoire des sports de combat. Visuellement et dans l'enceinte, il a peut-être pas tort en termes de la claque qu'on va prendre. Ça va être ça. Sur la carte, non, désolé Dana. Non, voilà, ça. Déjà pour commencer, le main event, ça méritait, je pense. Et j'aime le combat, pour le coup, en plus. J'aime le combat entre O'Malley et Dvalishvili. C'est la défense de la ceinture, je l'ai pas dit, excuse-moi Baba, des moins de 61 qui va défendre sa ceinture. C'est l'opposition de style par excellence. Et moi, c'est ce que j'aime dans le MMA depuis toujours. C'est l'opposition de style qui m'intéresse plus qu'autre chose. Donc le main event, sportivement parlant, je sais que ça va être quelque chose de pas mal. Mais voilà, ça méritait peut-être, encore une fois, un main event, un combat avec une plus grosse signification pour l'UFC probablement et pour les fans. C'est plus le combat, combat en lui-même que même le niveau de star. Moi, je me demandais, parce que je pense qu'ils ont, pour eux, Sean O'Malley, c'est une de leurs plus grandes stars actuelles. C'est une star. Donc, ils se disent, pour un événement comme ça, il nous faut un O'Malley, un Pereira, un Jones, un vendeur. Donc c'est un choix en soi. Mais c'est vrai que c'est pas
parmi les combats les plus, tu vois, c'est pas un Jones Aspinall, qui est un combat hypothétique. Par exemple, voilà, ce genre de combat-là. Maintenant, je suis pas du tout en train de cracher dans la soupe. C'est juste que simplement, une fois qu'on me hype, c'est bien. Moi, j'arrive toujours à être hypé par certaines choses. J'achète pas tout ce qu'on me dit, évidemment, et certainement pas quand c'est Dana White qui le dit. Mais quand même, c'est aussi beaucoup mieux de suivre un événement où on t'a hypé pendant quelques semaines, voire pendant quelques mois, et voilà, que tu vas voir des choses extraordinaires. C'est toujours mieux pour se mettre dedans, pour se dire, je vais veiller, je vais regarder ça quand même pendant la nuit. Et voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose qui est intéressant à ce sujet-là. Maintenant, la carte, elle est quand même plus équilibrée que certaines cartes qu'on a pu voir, alors qu'on nous avons dit que c'était des gros events. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Non, carrément pas. Voilà, c'est quand même intéressant. C'est quand même une carte qui va être plutôt pas mal à suivve, je pense. C'est une belle noche. Il y a 2 combats pour le titre. Il y a quand même sûr. donc une star mexicaine qui colle. Au moins, il y a quelqu'un qui colle avec le thème dans cette histoire. Même, Enfin, non, la carte, c'est une des belles cartes de l'année. La carte, elle est solide, bien sûr. Avant de rentrer dans le main event, cette opposition, parce qu'elle est belle, cette opposition de style, et comme tu dis, c'est ce qu'on aime dans le MMA. C'est pour ça qu'on a commencé à suivre ce sport-là. Le côté star de O'Malley, c'est mérite. Tu vois, pour toi, il a atteint le niveau de star qui mérite d'être le main event d'un événement aussi important aux yeux de Dana que l'UFC 306, ou alors c'est l'inverse, tu vas voir ma question, ou alors c'est l'UFC qui nous le force un peu, tu sais, put down your throat, c'est comme ils disent aux États-Unis, il le force un peu dans la gorge pour montrer, c'est lui la star, hein, c'est lui notre nouveau Conor. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Moi aussi, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on nous le force. Hein. Maintenant, c'est un bon combattant, il l'a prouvé. Il m'a fait mentir plein de fois. Donc j'arrête maintenant, moi, il est rentré dans la catégorie, j'arrête de parier systématiquement contre toi. C'est bon, tu m'as montré, en tout cas, il a montré vraiment. Coucou Dricus Duplessis. Exactement, entre autres. Il a montré qu'il avait ce niveau-là, que c'est un combattant d'élite maintenant, et qu'il est capable de faire face à plusieurs types d'adversaires, hein, de plusieurs styles différents, et de gagner quand même et avant la limite. Donc voilà. Maintenant, sur le côté star, il a sa personnalité à lui, il a son monde à lui, il a ces choses-là. Est-ce que moi, je suis fan? Pas spécialement, mais je comprends que ça parle. En fait, j'ai l'impression que ça prend pas. Baba. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a ce truc, on le voit, il a cette personnalité, il sort un peu du lot, ses cheveux, tout le truc, même le style de combat, et on va encore y rentrer un peu plus après, mais pour ce main event contre Merab, mais il a des qualités énormes, donc il a de quoi, enfin, il mérite sa place. Mais j'ai l'impression que ça prend pas, quoi. Tu vois ce que organiquement avait pris avec un McGregor à l'époque, sans que tu l'expliques pourquoi, et qu'au bout d'un an, tout le monde voulait voir ce mec-là combattre et faire ses sorties. Ils n'arrivent pas à le faire prendre. Ça prend pas. Et je ne sais même pas si on peut l'expliquer, Baba. C'est peut-être que c'est déjà arrivé et que c'est très compliqué que la foudre frappe 2 fois au même endroit, surtout quand tu essayes vraiment qu'elle frappe la 2e fois. Et vraiment, c'était ça. Ce que Topuria fait aussi d'ailleurs. Ils ont tous un peu ce problème d'essayer d'être le Conor 2, quoi. C'est un peu problématique, alors que tu as un mec comme Poatan qui arrive et qui devient une star, alors qu'il n'a pas spécialement essayé, tu vois. Il a juste fait ses performances, il a fait son truc, il a sa personnalité à lui qui ressort, mais qui fait que tout le monde a fini par apprécier. Vraiment, c'est une des plus grosses stars du UFC aujourd'hui. C'est organique, Pereira aussi. Voilà, c'est organique. Maintenant, là, c'est un peu plus, on l'a construit, on l'a ramené. Bon. Après, vraiment, voilà, moi je comprends que ça. C'est un produit. Voilà, je comprends que ça puisse plaire, etc. Mais t'as l'impression que c'est vraiment un produit en laboratoire. Quand il était 13e, ils l'ont mis face à Petian qui était premier. Tu sentais qu'il y avait cette envie d'en faire une étoile de ce sport. Ceci dit, il a répondu présent. Il a été au rendez-vous sportivement. Le plus important, c'est de répondre présent dans la cage. Je croyais pas. Là où vraiment il m'a plus surpris, c'est quand il a battu Petrian. Je pensais pas qu'il le battrait. Je sais pas si on a un autre. Tu vois, si on essaye de trouver une comparaison, un autre combattant qu'ils ont essayé à ce point-là de force, où c'était pas organique, qu'ils essayaient de forcer à ce point-là. Je me rappelle pas trop. Il y a dû en avoir quelques-uns où ça n'a pas duré longtemps, où ils ont vite été check entre guillemets. T'es presque. C'est terrible parce que la comparaison sportivement n'a pas lieu d'être. Il est 1000 lieues au-dessus des gens que je vais citer là. On est presque sur Sage Norcutt et Paige Van Zandt. Dans l'idée. Bien sûr. Il fallait d'autres stars. Quand Ronda l'a arrêté, de toute façon, l'UFC a cherché désespérément à la remplacer par une autre très grande star, sachant que Conor commençait un petit peu à partir en vrille. Ils ont vraiment essayé désespérément jusqu'à ce qu'ils aient renforcé le deal avec ESPN et qu'ils aient plus spécialement besoin d'avoir une grosse star. Et en plus, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on est dans un entre-deux pour l'UFC. Ils ont envie de créer parce que c'est important d'avoir des stars pour des événements comme ça. C'est important d'avoir un O'Malley qui est parmi les mecs qui brillent le plus populairement. Et puis on est d'accord, on le sait, ici on l'a déjà dit, Baba, ici, ils veulent plus fabriquer de Conor. Parce que Conor c'était devenu un bordel, et c'est toujours un bordel à gérer. Aujourd'hui encore où on parle. C'est un gros bordel. Moi j'étais dans la salle après Alvarez quand il fait un double champ et qui dit on parle plus de salaire là, je veux des parts de cette boîte parce que c'est moi qui vous fais briller. Je pense que ce jour-là ils ont été très vaccinés sur on a créé un monstre qui maintenant va aller affronter Mayweather et on peut rien faire parce qu'on peut plus le contrôler. Donc tu vois, je pense qu'ils sont dans une très difficile équation de dire faut monter ces mecs,
mais on va pas créer un deuxième monstre non plus. Non, parce qu'il la T'as vu, priorité... il avait commencé à parler Tank Davis, David Ouais, Haney, ouais. et moi je vais aller toujours dans cette imitation de Conor. Il l'a tu sais. séché tout de suite. Il l'a séché tout de suite, Dana, en disant que ça n'arrivera pas et ça n'arrivera jamais. Et il y a c'est très 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 important pour Dana et pour les hautes sphères que l'UFC reste plus grand que les combattants. Il veut absolument que la marque UFC reste plus grand. Ils ont laissé une fois ça arriver avec Conor, une fois et demie on va dire avec Ronda, mais Ouais. Ronda c'était différent parce que Ronda elle a fait ça elle-même. C'est pas comme si voilà. Et puis derrière elle est partie. Oui, et puis puis merci, c'est au ça, revoir. elle les embête plus en 2024. Alors c'est pas la. Ils ont laissé un mec devenir plus grand que l'UFC et c'est devenu compliqué. Donc il y a aussi de ça. Hein, quand Dana parle de Jones en étant le GOAT de l'UFC, il fait bien attention à toujours rajouter UFC derrière. Le GOAT de l'UFC. L'organisation lui a permis de devenir le GOAT, etc. etc. Vous avez toujours cette notion elle est plus forte que vous, cette C'est notion. l'UFC. Et soyez, la parenthèse sur ça, quand je dis ils sont toujours en galère avec McGregor, croyez pas que McGregor combat pas juste parce qu'on trouve pas de date Mais et non, que machin, mais machin, sa petite blessure là. Il lui reste 2 combats au contrat. Ouais. S'il se libère de son contrat, il peut aller faire ce qu'il veut, du BKFC, du bare knuckle, Ouais. il peut aller faire des combats de boxe. Je peux te dire que Riyad Season et Turquie, ils seraient Oh, très bah, ravis de très faire des combats de boxe bien avec sûr. Conor. L'UFC, ils sont juste en train de garder leur poule aux odeurs pour pas qu'il aille faire des œufs dorés ailleurs. Prolonger le plus possible jusqu'à Ouais. ce qu'il soit pas lui en capacité sportivement en tout cas de faire quelque chose Exactement, de d'intéressant. valoir quelque chose. On rentre dans ce combat aussi, c'est hyper intéressant. Franchement, O'Malley Merab, tu l'as dit, le striker O'Malley Ouais. contre l'homme de lutte, le lutteur qui vous étouffe par sa lutte, qui lâche jamais l'affaire pendant les 5 rounds, il lâchera pas l'affaire. Merab, c'est pour ça qu'on aime le MMA, c'est oui. cette opposition de style. Qu'est-ce que Oui. t'en penses de cette opposition? Comment tu la vois tourner? Qu'est-ce qui t'intéresse? L'opposition de style par excellence. Et ce qu'il y a de bien avec les oppositions de style, c'est que c'est les plus durs à prédire. Non. C'est les plus durs. Tu vois, quand on va te demander, ça y est, les questions elles commencent à arriver un petit peu. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qui va gagner? Et j'ai toujours la même réponse. Les oppositions de style, c'est dur. Sur du striking, t'as 2 strikers en face, chacun avec son style. Tu peux commencer, tu vas avoir des choses intéressantes. C'est-à-dire, là, c'est simple, ça peut se passer exactement de la même manière qu'O'Malley versus Sterling. Ça peut être la même chose, qu'il le cueille et qu'on n'en parle plus, qu'il le mette KO. Et ça peut être 5 rounds où Merab t'auras un 50-43 à la fin, où il va le mettre sur son dos et tous les rounds, il va le dominer comme ça et sans que Sean O'Malley ne puisse rien faire du tout. Merab vient du sambo aussi. À ton avis, qui est le meilleur pour contrer tu vois, le point fort de l'autre? Merab. C'est Merab. C'est Ouais, Merab. je pense aussi. Ouais, c'est Merab. C'est clairement dans cette opposition de style-là. Je pense que Merab, il a vraiment réussi à maximiser son style, du mieux. Il y croit à fond. Il est très confiant dans le fait qu'il peut mettre n'importe qui au sol et qu'il peut le faire 5 fois d'affilée. Donc, c'est-à-dire au début de chaque round, il peut le faire et le maintenir. Et ça ne le dérange pas de pas chercher le finish. Hein. Voilà, Il y a c'est beaucoup pas de un décisions problème. dans sa carrière. J'allais dire, pour lui, c'est pas un problème de gagner par décision. Il ira pas essayer de faire quelque chose contre nature parce que ce sera plus plaisant pour les fans. Il a compris que ce sera jamais le favori des fans dans la cage. Par contre, il a réussi à faire quelque chose de bien, c'est qu'en dehors de la cage, il a amené pas mal de monde avec lui, avec ce qu'il fait. Un Donc, il a réussi à personnage très compenser marrant ça. sur les réseaux sociaux, Voilà. où il Et se met ça, en scène. voilà. Et très- ça, c'est intéressant. Même finalement dans cette rivalité avec O'Malley, on se rappelle quand il lui pique au Voilà, moment qu'il lui pique le de O'Malley manteau, Sterling, etc. il lui pique le manteau. Voilà. On sait que c'est chaud, mais en même temps, je viens de voir une vidéo où ils se croisent à la cantine du au PI, Performance ouais. Institute et il n'y a aucun problème. Tu vois, ils rigolent entre eux, etc. Donc, tu sais que ça va être une rivalité sportive, mais qu'en dehors de ça, Merab, c'est pas un personnage détestable, entre guillemets. Donc, ça fait que beaucoup de fans vont dire ah, c'était un peu chiant à regarder, mais c'est un mec que j'aime bien, on l'aime bien, Merab, on veut qu'il gagne. Tu vois, Ouais, ça, c'est totalement. intéressant. Le grinder, tu vois, Voilà. et le mec, voilà, il peut t'embêter, mais dans le bon sens du terme, en fait, Ouais. pendant 5 rounds. Ouais, Vraiment te couper en fait tes armes, et c'est hyper intéressant dans son jeu. Ouais. Par contre, c'est vrai que moi, franchement, en observant, en préparant un peu l'émission, je revoyais un peu de O'Malley là, pour me rafraîchir la tête. Il a vachement progressé. Il a en beaucoup striking. progressé. Il fait des trucs que je vois rarement en fait au niveau en MMA, Baba, Ouais. en termes de qualité de Il fait fort. boxe, de striking, Il fait fort. l'utilisation là du end fight, tu Ouais. vois, mixé avec le jab en même temps pour contrôler la distance. Il le fait à un niveau qui est rare en MMA. Il fait ça très bien, il gère très très bien sa distance. Il arrive en boxant, en reculant Ouais. extrêmement bien. Il a des bras assez curieusement longs. En tout cas, il y a beaucoup de combattants qui ont du mal à gérer cette distance-là avec lui et qui s'en rendent compte beaucoup C'est trop un tard. énorme 135, Voilà. donc moins de 61. Il frustre les combattants, hein, dans le sens où il se déplace bien dans la cage, il se déplace même très bien. C'est ce qui a fait que Sterling s'est jeté un peu n'importe comment sur son double leg et qui se fait contrer par cette droite. Le timing est quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. on Par point. contre, son gros point fort, ça va être ça. Ça va être son timing. Ça va être le fait de frapper toujours au bon moment et jamais avec hésitation. Si l'opportunité, elle est là, elle le fait. Il y a beaucoup de combattants qui deviennent, entre guillemets, gun-shy, comme on dit, qui ont du mal à déclencher parce qu'ils se sont fait contrer, etc. Adesanya est devenu comme ça. Adesanya, il a du mal à déclencher maintenant quand il devrait déclencher.
O'Malley, jusqu'ici, il arrive à le faire, et il arrive même à mieux le faire. Il arrive à le faire de mieux en mieux. C'est ça. Voilà. Ça progresse là, de C'est pour ça que c'est sortie en bien. sortie. Et il a montré aussi contre un Petroyan, par exemple, que même dominé, il est capable, dès qu'il se relève, de mettre la pression et d'inverser le cours du combat. Et ça, je trouve que c'est une qualité très importante. Donc, C'est en gros, c'est donc compliqué. Témérab, le Ouais. but, c'est on le fout au sol 25 minutes. il peut pas échanger avec O'Malley. Ouais, on le ragdoll quoi. Ouais. Enfin, tu vois, Il on peut pas échanger. voilà. Il faut qu'il fasse un combat de lutte pur et dur, mais vraiment de lutte. C'est-à-dire qu'il va même pas chercher à faire du grappling quand il va être en bas. Il va avoir cherché le side control et frapper en fait. Je te contrôle, je frappe pour faire du dégât, Frapper, pour marquer mes points. frapper. Ouais, Et je prends le round. c'est ça. Et je te laisse pas te relever. Moi, et je te c'est laisse comme pas ça cette que je vois les opportunité. choses. Je sais que ça va pas être peut-être pas plaisant. Hein. Là, je parle du combattant. Qu'est-ce qu'il doit faire en tout cas pour moi pour gagner? Je pense que c'est ça. Et l'avantage de Mallet, c'est qu'un combat de MMA, ça commence 5 fois Ça debout. commence Les debout 5 à chaque rounds fois. commencent chaque fois debout. Il a commence 5 debout. chances, entre guillemets, Ouais. de Et lui il cogne. d'implémenter son jeu. Il cogne. Et je pense qu'il est capable. O'Malley, je pense qu'il est capable par ses déplacements, par la qualité de son timing et par sa lecture du combat qui est vraiment bonne. Il est capable d'éviter le takedown pendant pas mal de temps dans un round. Je pense qu'il est capable de le faire. Moi, j'aime beaucoup son travail de feinte aussi à O'Malley. Ouais. Le travail de feinte, pareil, qui est de très très bon niveau. Et qui, tu le vois vachement contre Chito Vera, Ouais. il est complètement désorienté, Chito. Ouais, c'est pas Sur trop son faire. timing, sur quand rentrer, il est désorienté. tout Ouais, il le fait simplement. bien, il travaille bien avec son genou arrière direct, il travaille très bien, il le place quand il veut et en timing, c'est vraiment excellent. C'est tout ça qui fait que c'est pas simple d'être en face de Sean O'Malley et de savoir quand est-ce que tu peux actionner quelque chose qui va être intéressant pour ça. Tout va être là. Quand est-ce que Merab va pouvoir actionner en fait? C'est un énorme statement si O'Malley roule sur Merab. Ouais. Pour moi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ah, Avec clairement. ses côtés opposition de Clairement. style. O'Malley dont on a beaucoup douté. Moi, je suis un peu comme toi. Il a grandi en moi en Ouais. fait au fur et à mesure des combats, mais dont on a beaucoup douté. Il y avait on l'accélère, puis Petroyan, il a peut-être pas gagné. Tu vois, il y avait Ouais, beaucoup de ouais, doutes bien autour sûr. de ce mec-là. Ouais. Je trouve que si tu roules sur Merab, quand même, ça va être difficile d'imaginer un 61 à court terme te déloger. Ah, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Il y en aura. C'est des combats. voilà, Tu trouves parce que toujours de toute ta façon, kryptonite. J'ai pas de. exactement. Et c'est une. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Non, Mais non, tu pas vois, du tout. c'est un une gros catégorie statement. riche. Mais oui, non, ce sera un statement. Et puis de toute façon, il faut vivre avec son présent. Dans l'instant présent, en tout cas, ce sera lui le big boss. Il aura montré cette fois-ci que deux grappleurs d'affilée. Enfin, pas d'affilée, puisqu'il y a eu Chito Vera entre temps. Ouais. Mais les deux gros grappleurs de la division, il les aura gérés, quoi. Mm. Et là, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est compliqué et il sera plus. Vous nous connaissez ici, on n'est surtout pas fan de la montée. Je remonte pour aller chercher une autre ceinture. Mais tu lui en donnes une ou deux de plus après Merab. Ça arrivera parce que c'est le Il sens aura de l'UFC. sans doute Voilà. mérité, en plus vu sa taille, de Ouais. monter en 145. Aujourd'hui, Et qui c'est sera le le- champion à ce ouais. moment-là, on ne sait pas, mais tu vois. Et puis ils hésitent plus l'UFC. Ils hésitent Ouais. plus et tu ne peux pas ne pas faire un Topuria contre Sean O'Malley. Non, et tu sais où j'allais venir. Si, Ouais. si dans cette idée-là, Topuria de garder sa Voilà, ceinture s'il d'ici là, gagnait en derrière, battant Holloway notamment en octobre, Ouais. le combat des deux petites stars et de deux petits Connors 2.0. Ouais, c'est pour du double trash talk, champ. ce sera très facile à vendre. Enfin ouais, non, c'est impossible qu'il le fasse pas. Si jamais on est dans les bonnes conditions en 2025, je vois pas comment il le ferait pas. Ouais, pour moi, avec le Pereira Spinal, c'est le combat de leur nouvelle star, C'est entre ça. guillemets. C'est les deux affaires que tu peux faire à moyen terme, on va Ouais. dire, qui ont du sens et qui seront hyper vendeurs si tous continuent de gagner d'ici là. C'est ça. Moi je suis d'accord. Un autre combat sur lequel tu voulais parler ou on passe à Canelo? On pense qu'on peut passer à Canelo, Ouais, je pense mais qu'on peut passer à Canelo. on avait déjà, Ouais, comme je vous ai dit, sur Grasso, Shevchenko et Ortega Lopez. Ouais. Référez-vous au Fighter Club Yes. de la semaine dernière, on en parle un petit peu, notamment donc de ce combat pour le titre qui sortira, celle qu'affrontera Manon Fiorot pour le titre dans quelques mois. Et Manon Fiorot, on rappelle, sera à la Sphère en tant que remplaçante. Et au moins, elle va kiffer l'event. Ouais. Tu vois, Je pense que ça va aller. une fois qu'on lui dira, tu vas pas combattre les deux autres, on fait Voilà, quoi c'est magnifique. On est au quand même. cinéma, Elle on est sera au la spectacle. première de la Ouais. sphère, une expérience assez exceptionnelle. Ouais, encore une fois, moi je trouve que c'est super cool ce qui lui arrive à Manon sur cet événement-là en tout cas. On passe à Canelo Berlanga, le main event donc en boxe qui sera à la T-Mobile Arena. Parce que toutes les légendes attendent leur point final. C'est le combat qu'il ne faut pas rater. Canelo Alvarez, l'homme aux 70 combats, aux 15 titres mondiaux, remet ses 3 ceintures en jeu. Le plus grand boxeur actuel dispute peut-être son dernier combat, car face à lui se dresse un véritable danger. Toujours invaincu, Edgar Berlanga. Coup d'éclat ou chant du cygne? Nobody can beat this Canelo. ¡Viva México, cabrones! Canelo Berlanga.
Et à retrouver donc dans la nuit de samedi à dimanche. Vous allez voir, hein, quand on sera fan, on va devoir choisir, ou alors avoir 2 écrans, Baba, mais il va falloir choisir son mal. Là. Il va On falloir a l'habitude choisir. du double écran ici. Depuis 20 ans. Exactement. Oh là là, c'est pas la première fois. Hein. Je me suis amusé, je sais pas si tu as vu passer cette semaine à débattre avec des Américains qui se plaignent de se lever pour Inoue, c'est trop Ouais, marrant. on le fait de temps en temps aussi avec Lucas. C'est Surtout trop Lucas. marrant. Alors, Lucas, le spécialiste de leur jeter une petite crotte de nez à chaque fois. Ah, mais vraiment, c'est marrant. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, les mecs. Et ils étaient tous les arguments. Mais non, mais c'est le week-end. Non, mais ouais, on a fait des combats la semaine. Hein, on peut vous sortir des listes aussi. Parenthèse fermée, mais c'est très marrant. Donc, Canelo Berlanga, ce main event. Je rappelle, parce que c'est hyper cool d'avoir ça, que Christian Mbili sera au commentaire sur AMC Sport. Il veut Canelo. On ne sait pas s'il l'aura un jour. C'est compliqué à mettre en place, notamment financièrement, pour d'affronter la superstar mexicaine. Mais en tout cas, il sera là pour le commenter. C'est assez rare d'avoir ça. Donc, et on essaiera, nous, cette semaine, comme on a des gens à Las Vegas, on va essayer de choper Canelo et lui demander ce qu'il pense de Christian. Si on y arrive, je garantis pas qu'on y arrive parce que autour de Canelo, c'est chaud de l'approcher, même pour les médias. Mais si on peut le faire, on passera le petit clin d'œil en lui parlant de Christian, bien entendu. C'est pas le choc qu'on voulait. Canelo, Berlanga, on va pas se mentir, Edgar Berlanga. Je disais dans l'intro, c'est l'ancien roi des KO premier round. Si vous connaissez pas Berlanga, sur ses 16 premiers combat professionnel, il a fait 16 KO au premier round. Donc on en attendait monts et merveilles. Depuis, il a fait 5 décisions sur ses 6 dernières victoires. Quand le niveau est monté, on va dire que la baudruche s'est dégonflée un petit peu. En tout cas, c'est un bon boxeur, mais c'était pas le phénomène qu'on annonçait avec sa série de KO au premier round. On aurait voulu David Benavidez, mais il est monté chez les mi-lourds. Oui, parce qu'il était lassé de call out de Canelo. Exactement, parce que Canelo ne voulait pas. Franchement, moi je comprends pourquoi ils le font. En plus, c'est un mec de Brooklyn, mais il a des origines portoricaines, donc ils peuvent vendre le Porto Rico au Mexique. Hein, on en a eu d'autres dans l'histoire. Les Trinidad de la Hoya, des choses comme ça. Mais j'aurais préféré Christian. Sportivement, je te jure, largement même en fait. J'aurais préféré que samedi on ait Canelo contre Christian plutôt que Canelo contre Berlanga. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on est tous d'accord. Sportivement, on est tous d'accord. Maintenant, Canelo, il combat des noms aussi. Quand il fait ce genre de combat-là, il essaye de combiner les deux. Il essaye de combiner un combat entre guillemets obligatoire entre 2 gros combats et avec quelqu'un, si possible, qui soit connu du public américain. Donc c'est pour ça que Berlanga, il remplissait les critères. Il remplissait les critères. Hein. Il a un nom, comme tu l'as dit, il a eu une grosse hype pendant quelques temps. Il y a quelques personnes aussi, quelques fans qui y croient, hein, qui pensent que Berlanga peut le faire. Donc ouais, il a fait ça. Il a pris ce nom-là parce que ça faisait du sens pour lui, business, au niveau du business. Mais vraiment, Canelo, même si c'est toujours un excellent boxeur, c'est toujours un excellent sportif. On est vraiment rentré dans la partie business de sa carrière. Oui. On est dedans à 100%. Le crépuscule. Et j'arrive jamais à être énervé d'un combat qu'il annonce parce que je sais pertinemment que il s'est assis dans une salle, il y avait une ardoise et ils ont fait des flèches et ils ont dit avec des dollars à côté, lui c'est combien, on projette combien, on prend celui-là parce qu'il projette le plus. En plus c'est marrant, tu parles de combat obligatoire parce qu'il est son challenger WBA. Il est le numéro 1 WBA Berlanga. T'as vu comment ça s'était fait ? En fait, il y avait un champion intérimaire, régulier WBA, David Morel, le cubain. Depuis, est monté en mi-lourd également, comme Benavidez. En fait, Matchroom, promoteur de Berlanga, a réussi en coulisses, pendant qu'il y avait encore Morel dans la KT, à faire passer Berlanga devant Morel pour la WBA en mandateur, alors que l'autre avait la ceinture régulière. Il avait la ceinture quand même, pour pouvoir faire ce choc parce que ça faisait plus de sens. Business, comme tu as dit, ils étaient dans une pièce, ils ont fait des tableaux Excel et ils ont vu que ça faisait plus de sens que les autres. Ça devient n'importe. Enfin, tu vois, Canelo, t'as envie de lui dire, ok, fais tes combats business, mais ça n'a plus de sens de parler même de mandatory au truc. Vous faites ce que vous voulez, en fait, les mecs. Littéralement. Ils font ce qu'ils veulent. Le truc que je respecte avec Canelo, c'est qu'il le dit. Ouais, ça c'est clair. Il le dit ouvertement. Moi, j'ai gagné le droit de faire ce que je veux. Et moi, je fais du business. Je fais ce que je veux. J'ai le droit de ne pas affronter un tel parce que j'ai pas envie de l'affronter. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. J'ai décidé de faire ce combat-là parce que au niveau business, ça fait beaucoup plus sens pour moi. Ok, on n'a pas besoin que la fédération suive derrière. Mais ça t'en fait perdre ton intérêt pour Canelo un peu ? Bien sûr que oui. Ouais, complètement, je pense. Ah bah à 100%. C'est tellement, on aime la boxe, donc un nom comme Canelo quand il boxe, on va être devant. Baba, je nous connais. Voilà, on rate pas ce genre de combattant. On va regarder, bien sûr. Mais en fait, c'est presque. T'as presque envie qu'il prenne sa retraite, je te jure. À ce niveau-là ? Qui continue. Pourquoi pas... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça me dérange pas. Que là, par exemple, ça a un peu plus me déranger, c'est que je l'ai vu être très sarcastique sur les combats de youtubeurs et le fait que Floyd combatte encore contre des John Cotitri ou des trucs comme ça. Sauf que t'es au maximum de ce que tu peux faire sportivement à ce sujet.
Il y a toujours un intérêt sportif parce que c'est un boxeur. Attention, je suis pas en train de dire que Berlanga c'est pas un boxeur, Non, youtubeur. non. Ouais, C'est un boxeur et il est bon et il a mérité d'être à la place où il est parce qu'il a enchaîné les KO et que derrière il a. Ouais, non, quand je disais, ils l'ont gagné fait les combats monter, qu'il devait il était gagner. juste en dessous, hein, tu vois. Voilà. Ils l'ont pas fait passer de 15e à C'est premier, pour hein, ça, soyez pas. il mérite d'être à Ouais. sa place et il n'y a pas de problème. Ceci dit, tu as maximisé le côté business au point où tu prends pas le meilleur combattant de ta catégorie. Tu prends pas ton meilleur challenger possible. Donc il faut aussi savoir raison garder sur ce sujet. Et c'est pour ça que je vais me permettre, moi, d'avoir beaucoup de moins d'intérêt pour ce combat-là. Je suis pas moi, le combat qui m'intéressait, t'as dégoûté le mec au point Ouais. qu'il est parti dans une autre catégorie. C'est comme ça que En je vois. fait, tu vois, il prend son chèque et force à lui. Hein, mais j'ai vu un papier passer qui ramenait tout ce qu'il a gagné depuis 6 ans, la Canelo. Ouais. C'est indécent le montant, je sais, à plus de 500 millions de dollars. Et tant mieux, c'est un boxeur. C'est On exactement veut bien. qu'il maximise. Force à lui, comme On je disais. veut. Bah oui. Mais en fait, t'en as plus tellement besoin que ça. T'es assez une star au Mexique pour que t'inquiètes, ton business va continuer d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et puis je pense Autrement, qu'il était très 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 intelligent dans en fait, son genre. tu vois, c'est dans ce sens-là que je lui dis. Moi j'ai envie, vas-y, fais-moi Benavidez. Mbili, on a envie parce que c'est le Christian et que c'est un Français. Si c'était pas un Français, je te dis, j'en aurais pas plus envie que oui, ça en fait. voilà, tu fais autre chose. Ouais. Ok, fais Benavidez parce qu'en fait, pour nous sportivement, il n'y a plus rien d'autre qu'à de sens quoi. Et en fait, ça va être plus tu vas combattre là, Canelo. Ouais. Plus on va faire ressasser ces trucs-là. Et à la fin, j'aimerais pas qu'on finisse dans 3-4 combats, s'il prend sa retraite dans 4 combats, et qu'on se dise, bon bah, il était temps parce qu'en fait, on en a marre de toi. Tu vois. Non, et ta fin de carrière, elle n'était pas du tout au niveau qu'on attendait, à ce qu'on voulait. Alors que dans un passé très récent, il a fait des choses exceptionnelles. Et c'est pour ça que j'ai pas envie. C'est juste que moi, j'ai pas d'intérêt spécial pour ce combat-là, mais en même temps, j'ai tellement de respect pour ce combattant parce que c'est un mec qui est parti chercher Bivol, c'est un mec qui est parti chercher Kovalev. Bien sûr, immense respect à sa carrière. Il est monté il a fait les choses. Il est allé prendre Floyd quand il était encore jeune et que voilà. Il a fait les choses, il a fait les combats, il a pris des combats pièges. Je pense que tout son entourage le conseillait de ne pas prendre le combat contre Lara. Il est parti le prendre. Enfin voilà, il a fait des choses vraiment où il s'est mis en danger. C'est pour ça que je veux pas oublier. On répète suffisamment à longueur d'épisodes dans le Fighter Club que c'est un sport à mémoire très courte. Et nous, on ne veut pas avoir cette courte mémoire. Non, t'as bien raison. Simplement, là, il a remarqué sa génération en boxe, clairement. Il y a pas de souci. Et il a mérité de faire ce qu'il veut. Et un des meilleurs boxeurs mexicains de l'histoire. Et pourtant, c'est un pays qui a une histoire longue comme le bras dans ce sport. Riche. Ouais. C'est pour ça qu'il a le droit. Il a mérité le droit de faire ce qu'il veut. Il a mérité le droit de chercher à se mettre le moins en danger et prendre un combat qui va rapporter plus d'argent. C'est juste la déception du fan qui parle. Parce que le combat contre Benavidez m'intéressait au plus haut point. Ouais, c'est vraiment une opposition pour moi parfaite en termes de style, etc. Même en termes de business et même en termes de hype. Tout ce que tu veux, le combat m'intéressait énormément. Je suis très déçu que le combat n'ait pas lieu. Et c'est pour ça que voilà, de voir Berlanga arriver derrière, bon, bah oui, je suis pas le plus hypé du monde. Et en fait, je pense que c'est une raison pour laquelle aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui le débat pound for pound, il s'écrit beaucoup avec Naoya Inoue, Alexander Usyk, Terence Crawford. Et Canelo, que beaucoup mettent 4, rentre plus dans la discussion alors qu'il y était avant. Je pense que ça joue ça. Bien sûr. Tu vois, s'il y avait eu Benavidez, il est encore dans la discussion. Il est encore dedans. Mais là, Berlanga, Munguia, Charlo avant de Kate en dessous, bon, bah, les mecs ont perdu un peu d'attrait pour lui et ont vu les 3 autres faire des dingueries à côté et dire ok, c'est eux en fait. Et Canelo qui sort d'une défaite contre Bivol, il est toujours dans la discussion performante. Parce qu'il a osé. Il a osé chercher de la grandeur. Il a osé chez les être plus grand. Il a perdu, mais ça veut pas. C'est pas parce que tu perds que tout de suite on te sort. Moi à ce moment-là, j'ai toujours dans mon classement. À ce moment, il est toujours là, il est toujours très haut dans le classement parce que c'est ce qu'on attend de ce genre de boxeur la star, tu vois. Comme Floyd l'a fait en allant chercher des mecs dans une catégorie où il avait rien à faire. 70 kilos, il avait rien à faire dans cette catégorie, Floyd. Là, c'est la même chose. Donc c'est très, c'est pour ça que je mets un point d'honneur dans cet épisode en tout cas à montrer que c'est pas de la hate et c'est pas que j'ai oublié tout ce qu'il a fait. C'est juste que ce combat-là, encore une fois, il me déçoit parce que je suis pas intéressé et qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Et qu'est-ce que t'attends de ce combat ? Tu serais surpris si t'avais pas une victoire tranquille de Canelo ? Ah, complètement. Pour moi, il est censé gérer. Il a toujours le niveau pour gérer ce combat-là. Comme il a montré contre Munguia d'ailleurs, qui a fait de belles choses, mais qui était trop limité pour un combattant comme Canelo. Et c'est la même chose. Je pense que Berlanga est trop limité pour un combattant comme Canelo. Trop limité, je pense qu'il se fait trop toucher et que ça va se ressentir. Tous ceux qui connaissent Canelo savent aussi la qualité du menton de Canelo. Il n'est pas tombé devant Golovkin et devant plein de gars qui lui en ont mis pourtant des belles plein fer. Je vois pas un monde en fait où Berlanga a les armes pour surprendre Canelo, que ce soit par un KO ou aller chercher une décision en allant gratter des rounds. Ouais, j'y crois pas du tout, mais c'est de la boxe. Donc évidemment, il monte sur le ring et respect, et ça veut dire que il pourra jouer lui sa chance à fond. En tout cas, j'espère qu'il croit en lui. J'espère vraiment que sur ce combat-là, il va va chance de sa vie, en mordant dedans et en se disant qu'il peut devenir une méga star et qu'il va devoir faire tout ce qu'il peut.
Mais on est sur le type de combattant, tout comme Callum Plant, on l'a vu, tout comme Charlo, on l'a vu, où c'est des mecs qui vont avoir un bon niveau, mais arrivant contre Canelo, et à partir des premiers rounds, dès qu'ils sont en face de lui, ils se rendent compte de ce que c'est, et ils perdent leurs moyens. Il y a there's level to that shit, hein, Baba, clairement. Et il n'y aura pas, contrairement au combat d'avant, hein, je ne l'ai pas précisé d'ici là, mais c'est pas pour les 4 ceintures, le titre incontesté des super moyens, puisque l'IBF, on en avait parlé autour de Christian, lui a retiré la ceinture, fait son travail, qui sera entre Skull et Shishkin, avec Christian qui attend juste derrière pour avoir sa chance mondiale. Donc il n'y aura que le WBA, WBC et WBO en jeu dans ce combat-là. C'est la 8e défense quand même de ces ceintures WBA, WBC, donc il s'inscrit dans le temps quand même, Canelo, dans cette catégorie des super moyens. Il a posé sa patte comme il restait dessus, un des gros super moyens de l'histoire. De l'histoire. Une undercard plutôt jolie quand même. Quelques noms, en tout cas, Rolly Romero, Stephen Fulton qui revient, premier combat depuis Inoue juillet 2023, et qui arrive chez les Plumes, où il peut faire du dégât. Moi, c'est le combat que j'attends le plus de cette carte. Moi aussi, de complet. de très loin. Parce qu'on a... Avec ce que lui a fait Naoya, on a beaucoup trop enterré Fulton et oublié quel superbe combattant il était. Et je pense qu'il peut battre tous les champions actuels à 126. Moi, je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il va récupérer une ceinture. Et il va rapidement faire comprendre à ceux qui n'avaient pas encore compris à quel point la défaite qu'il vient de subir, c'est contre un des meilleurs combattants actuels et un des meilleurs combattants de leur génération, un des meilleurs combattants des 30 dernières années. Donc clairement, c'est un excellent boxeur. Fulton. Vraiment, moi, c'est un style que j'adore regarder. Très slick, super intelligent, qui sait tout faire dans un ring. Boxeur d'une vraie ville de boxe, Philadelphie. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est ça en fait. Il pue cette ville, il pue la boxe de cette ville. Et vraiment, moi, j'adore regarder ce genre de combattant. Sans se concerter, c'est le même combat qu'on attendait le plus sur cette. Donc, moi, je suis content qu'il revienne sur une grosse carte comme ça. Et celui que j'attendais le moins, alors pas en soi, ça se trouve le combat sera sympa, mais c'est le co-main event. Eris Landy-Lara qui remet sa ceinture WBA des moyens contre Danny Garcia. Que s'est-il passé? Danny Garcia n'a plus combattu depuis juillet 2022 et surtout, il n'a jamais fait un seul combat de sa carrière en poids moyen. Et il est challenger pour la ceinture WBA. Tu sais que c'est d'une tristesse, les moyens en ce moment. C'est une caté historique de la boxe. C'est une des catés les plus dévastées du moment. C'est dur. C'est dur en moyen. C'est assez incroyable, mais cette KT est à la rue. Il va falloir En fait, il faut attendre que les mecs de 154, là, des super welter montent. Les super welter, il y a un beau roster pour le coup. Il va falloir attendre qu'ils montent pour réveiller un peu cette KT historique. Parce que là, c'est clair. Et c'est pas la première fois sur ces 10 dernières années qu'on se retrouve avec rien à manger dans cette catégorie-là. C'est un peu compliqué, mais là, c'est qu'on ramène un welter. Qu'on ramène un welter de carrière, vraiment. Garcia, c'est un welter de carrière. Voire même un super léger de carrière d'ailleurs. Complet. Dernier combat juillet 2022, avant-dernier combat décembre 2020. Voilà, il n'est pas du tout actif sur ces dernières années. Il a montré ses limites au plus haut niveau, dans des catégories dans lesquelles il appartenait. Donc là, en plus, avec le poids, ok. Face à un combattant, en plus, Lara, qui est le genre de combattant qui lui ont toujours posé problème. Complètement. Même si, Lara, il commence à être âgé, commence à faire son âge. Mais là, j'avoue que quand ils ont fait cette annonce-là, j'ai pas bien compris. Mais ok. Écoute, on se contentera du main event pour le coup et de cette immense soirée. Donc on vous rappelle un samedi soir, Las Vegas, UFC 306 avec O'Malley contre Dvalishvili en main event. Grâce au Shevchenko en co-main event pour la ceinture est désignée celle qui affrontera Manon Fiorot dans quelques mois. Et bien sûr de l'autre côté, Canelo contre Berlanga. C'est de la boxe à la T-Mobile Arena. Las Vegas va vibrer et tout ça, ce sera à vivre sur RMC Sport. Et on vous fera bientôt, mais on l'a pas noté, on l'a pas oublié ce week-end. Et moi je fais un petit clin d'œil à Tony Yoka quand même qui va relancer sa carrière dans des petites salles en Angleterre sans caméra devant lui. On fera on se l'est dit avec Max, on fera un épisode très bientôt ensemble pour reparler de la relance de Tony Yoka et de ce qu'il peut espérer. En tout cas, ça montre de l'humilité quand même d'aller dans une petite salle comme la Mecca de Swindon, Baba. Surtout pour un mec dont on a beaucoup fait le procès en arrogance. C'est ça, exactement. Il y a eu cette cure d'humilité et ça mérite. On refera un vrai bel épisode du Fighter Club sur Tony Yoka. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. On a eu de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du Fighter Club. Ciao mon Baba. Salut tout le monde. Ciao. RMC Fighters Club.